Alors maintenant, quelques mots pour présenter l'illustre François Ansermet, qui est professeur de psychiatrie, qui dirige un énorme département que j'ai connu dans le temps, moi, qui est situé à Genève, qui est une grande clinique pour la prise en charge des enfants et des adolescents, et qui a diverses activités. Vous allez voir, c'est un orateur absolument remarquable, plein de charme, d'humour et de connaissance. Alors, je dis parfois de François que c'est un philosophe parce que c'est un homme qui pense énormément, mais en fait, sa formation, c'est évidemment la médecine, la psychiatrie, avec une référence plus particulière pour la psychanalyse. Mais une façon, une manière d'aborder la psychanalyse que je trouve extrêmement intelligente, avec une ouverture sur, disons, la modernité, et en particulier sur les sciences, et notamment les sciences du système nerveux. Donc, c'est vraiment un grand plaisir d'avoir François Ansermet ici. Je le connaissais bien avant, mais nous sommes côtoyés avec moi, avec grand plaisir, dans le comité national d'éthique où tu es toujours, que je viens de quitter. Et voilà, je voudrais que vous applaudissiez François Ansermet. On te remercie. Merci Yves pour cette invitation. Invitation à traiter des vertiges biotechnologiques, c'est-à-dire des vertiges contemporains liés au fait qu'on peut intervenir de façon nouvelle et différente sur la procréation. Vertige biotechnologique, parce que, bon, vertige, pourquoi? Peut-être parce que je suis suisse, et que le Suisse a des montagnes, et que la question du vertige est intéressante, puisque c'est peut-être là, pour régler votre écoute, le vertige, c'est à la fois ce qui angoisse, c'est-à-dire qu'il y a une béance, qu'il y a un gouffre, et que ça entraîne un phénomène d'angoisse, mais en même temps, le vertige attire. Et je crois que ces deux dimensions font partie tout à fait du débat contemporain autour des biotechnologies. D'un côté, on est effrayé, il y a quelque chose d'une résistance qui est en jeu, et de l'autre côté, on est attiré par ces nouvelles démarches. Alors, merci pour cette invitation. Vous avez vu qu'il y avait une affiche avec une photo de moi. Des fois, je prends l'affiche pour mettre sur le premier dia. Là, je me suis dit que j'allais m'enlever moi-même et peut-être mettre autre chose, c'est-à-dire cette porte de Ghiberti à Florence, qui en fait nous montre là un type de procréation ou d'engendrement de l'humain qui n'est pas encore totalement arrivé dans les possibilités technologiques. Hein. On s'affole sur les technologies contemporaines, mais en fait, dans les récits, dans les mythes, dans les religions, on a des schémas procréatifs beaucoup plus sophistiqués. Bon, là aussi, il y a pas mal d'affolement sur les gestations réalisées par d'autres femmes que celle qui fait partie du couple, et que là, ben, vous voyez cette annonciation de Brandtfeld que j'ai choisie parce qu'en même temps, il y a le médecin au milieu qui prend des notes. C'est-à-dire que le médecin essaye de comprendre quelque chose, Saint-Marc, par rapport au fait de cette procréation divine qui arrive avec la colonne entre deux, enfin il y a toute une symbolique. Bref, tout ça pour dire que cet extrait de la Divine Comédie, « Ô Vierge, mère, fille de ton fils », on n'y est pas encore. Et on a encore un long chemin à parcourir avant d'arriver vraiment au vertige procréatif. Bon, les biotechnologies impliquent parmi leurs possibilités des nouveaux modes de procréation. Donc c'est ça qui va nous occuper pendant un moment. Nouveaux modes de procréation qui sont d'ailleurs l'objet des préoccupations du Comité consultatif national d'éthique, dont je reconnais ici quelques participants. Donc nouveaux modes de procréation, je vais vous proposer une réflexion sur ces nouveaux modes de procréation en insistant sur le fait
que la procréation, le monde de la procréation, change plus vite que notre capacité à le suivre. On pourrait dire que le curseur du symbolique court plus vite que notre possibilité de le lire et de savoir exactement ce qui se produit. Et qu'on ne sait pas encore et on se demande qu'est-ce que sera de naître enfant demain ou qu'est-ce que sera d'être enfant demain. Et par rapport à ça, on a cette question des vertiges biotechnologiques dont je vais vous parler rapidement. Les vertiges biotechnologiques, on peut les distinguer de 3 ordres de vertiges. Un vertige de l'origine, c'est-à-dire le fait qu'on puisse intervenir sur l'origine. Un vertige de la différence, parce que bien sûr la procréation met aussi en jeu la différence des sexes et différence des générations. Et le vertige qui me paraît très important par rapport à l'avenir et à la réalité des problèmes qui vont se poser à nous, tant sur le plan clinique que éthique, c'est-à-dire le vertige de la prédiction. Donc c'est les 3 vertiges que je vais discuter devant vous. De l'origine, de la différence et de la prédiction. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça nous pose autant de problèmes? Qu'est-ce qui fait que c'est si vertigineux? Je dirais qu'une première approximation, ce serait de dire que les biotechnologies nous posent une question sur l'incidence des technologies. De façon un peu lyrique, on pourrait se dire que la science a souvent procédé d'abord par une exploration du monde et qui aboutit à une connaissance du monde, c'est-à-dire à un savoir, et qui permettent de mettre en place des technologies. On passe d'une connaissance à des technologies. Aujourd'hui, ces technologies opèrent sur le monde et on ne sait pas vraiment ce que ça a comme conséquence. Je trouve que c'est un retournement important à réaliser. C'est-à-dire, classiquement, savoir, technologie, enfin, science, savoir, technologie, le grand succès de la médecine qui est grâce à ces développements. Et là, on a l'inverse, des technologies qui produisent du non-savoir. On ne sait pas ce que c'est, ça produit un monde nouveau, un monde fabriqué, un monde inventé qui laisse perplexe. Alors, comme Yves le sait, donc, puisqu'on partage cette préoccupation aussi éthique, ce monde inventé qui laisse perplexe implique des questions qui sont posées au comité d'éthique. Et comme je le dis souvent, des comités d'éthique, c'est d'abord des observatoires de la perplexité. C'est des observatoires de la perplexité contemporaine. Observatoires de la perplexité, mais c'est aussi des observatoires de l'angoisse. C'est prendre la mesure des angoisses contemporaines sur la fabrication du vivant, sur la fin de vie aussi, sur les possibilités d'intervention sur le vivant. On est dans quelque chose qui déclenche de l'angoisse. Et face à cette angoisse, on a au fond 2 positions qui prennent les sujets face à ces questions. Une position, c'est les technoprophètes, ceux qui mettent en avant que le monde va s'ouvrir, s'affranchir, qu'il y aura des possibilités tout à fait nouvelles, et puis que ça va libérer l'humanité, qu'elle est chassée du paradis, et qu'au fond, quelque chose dans la souffrance humaine va pouvoir être vaincu. Donc les technoprophètes, et un autre versant, c'est les biocatastrophiques. C'est Dominique Lecourt, le philosophe des sciences, épistémologue, qui faisait cette bipartition que je trouve très parlante. On peut se reconnaître, parfois soi-même on a un conflit entre technoprophétique et biocatastrophiste. Ce qu'il faut dire, c'est que quand on réunit des humains pour réfléchir aux nouveautés, il y a une tentation conservatrice qui peut les envahir. Et que, au fond, c'est plus facile d'être biocatastrophistes que d'être technoprophètes. C'est-à-dire que se demander, au fond, qu'est-ce que... Peut-être que les comités d'éthique pourraient aussi devenir des observatoires de l'avenir. Pas seulement des observatoires de la perplexité, pas seulement des observatoires de
de l'angoisse, mais aussi des observatoires de l'avenir, des lieux où on essaye de projeter, de raconter, de mettre un récit sur un monde différent qui est en train de se construire. Alors l'enjeu pour le clinicien, je parle là de ma pratique clinique en milieu obstétrical, pédiatrique, de médecine de la reproduction, c'est au fond, à mon avis, d'être à la hauteur du temps qu'on vit. Ça, je crois que c'est important pour le psychiatre, c'est important pour le psychanalyste. D'ailleurs, dans tous ces débats, les psychanalystes ont souvent pris des positions conservatrices, même assez catastrophistes, disant bah, c'est une crise du symbolique, on perd tous les repères, la famille, on ne sait plus ce que c'est. Et au fond, peut-être l'enjeu, c'est d'être à la hauteur du temps qu'on vit, au-delà de toute tentation conservatrice. Pour un clinicien, c'est de se référer à la clinique, c'est de se faire enseigner par ce que disent les gens qui sont entrés dans ces pratiques. Parce que ce que on discute dans un comité d'éthique, c'est aussi des pratiques qui existent, qui sont là. Et que dans une certaine mesure, l'enfance nous regarde. L'enfance, les enfants nés de GPA, de couples de femmes, de nouvelles utilisations des biotechnologies, ils sont là, ils lisent le rapport du comité d'éthique. Qu'est-ce qu'ils vont penser en lisant ce que nous écrivons? Alors effectivement, le temps qu'on vit, c'est en particulier le temps de l'incidence des technologies sur la procréation et sur la prédiction. Alors, prenons ces vertiges. Premier vertige, vertige de l'origine. Vertige de l'origine, il faut rappeler, autour des questions qui touchent à la procréation, que le monde subjectif et symbolique de l'origine est différent du monde subjectif et symbolique de la sexualité, est différent du monde symbolique et subjectif de la procréation, qui est différent du monde de la gestation, et qui est différent du monde de la naissance, et qui est différent du monde de la généalogie. Ça, c'est sur le plan subjectif. Je suis d'accord que, évidemment, il y a une logique biologique, une biologie qui enchaîne ces dimensions, origine, sexualité, procréation, gestation, naissance, généalogie, mais du point de vue subjectif, ces univers impliquent des représentations tout à fait différentes. Et parmi cette série, certainement, la dimension la plus irreprésentable, c'est la procréation. Même pour les médecins de la reproduction, beaucoup ont témoigné de ça, y compris les biologistes. On avait fait tout un petit travail anthropologique avec les médecins de la reproduction, en particulier les biologistes, et qu'au fond, lui-même disait qu'il n'arrivait pas à saisir l'instant du commencement de la vie. Qu'est-ce que c'était? De quoi il s'agissait? Je trouvais étonnant qu'un biologiste qui publie bien dans des revues internationales, etc., dise que sur le plan subjectif, il y a quelque chose là qui échappe complètement, et que la procréation, c'est certainement dans cette série l'élément le plus irreprésentable. Ça veut dire que les parents, les couples, qu'ils soient infertiles, hommes, femmes ou les autres, quelles que soient leurs caractéristiques, le fait de passer par une assistance médicale à la procréation fait qu'ils se confrontent avec une dimension très irreprésentable. Autrement, c'est plutôt voilé. La question de la procréation est plutôt voilée dans le processus. Et c'est une dimension, effectivement, qui touche le mystère fondamental, qui est la question de savoir d'où viennent les enfants. Bon, effectivement, c'est pas parce que je suis professeur de psychiatrie d'enfants et d'adolescents que je ne sais pas d'où viennent les enfants, comment est-ce qu'on les fabrique. Moi-même, ça m'est arrivé, donc j'ai une petite idée. Mais en fait, c'est pas ça la question, et je crois que c'est important de réaliser la distance qu'il y a autour du débat sur les procréations médicalement assistées entre le fait biologique et le fait psychique. Parce qu'au fond, toute la série que je viens d'indiquer là, elle tient par la biologie, mais elle ne tient pas par la subjectivité. Et au niveau de la subjectivité, c'est quelque chose de difficile à penser. Alors, la question, effectivement, les questions des enfants. Qu'est-ce que c'est les questions des enfants autour de ça?
ben c'est pourquoi je suis moi et pas quelqu'un d'autre. Pourquoi ici et plutôt qu'ailleurs? Est-ce qu'il y a une réponse à cette question? Pourquoi maintenant et pas à un autre moment du temps? Je peux aussi relater une petite histoire où une maman donc enceinte a sa petite fille qui, à Genève, donc pays quand même protestant, qui doit faire face à les questions des enfants, sa petite fille lui dit « Mais enfin, qu'est-ce que c'est cette histoire hein ?» Alors la maman essaie d'expliquer que le papa, la maman, tout proche, les baisers, tu comprends, le miel, les abeilles, les fleurs. Enfin, elle essaye de... Bon, la petite fille coupe sa mère et tu lui dis, mais écoute, franchement, tu dis n'importe quoi, ça ne va pas du tout. De toute façon, nous, les iPhones, à la récré, on regarde, je te demande vraiment pas quelle position tu as adoptée avec papa pour me concevoir. Et c'est pas ça ma question. Alors la mère était transpirante, décontenancée, sachant plus comment faire face au questionnement. Il dit, mais alors qu'est-ce que tu veux savoir? Quelle est ta question? Et la petite fille de lui dire, avant d'être dans ton ventre, où est-ce que j'étais? Et cette question de la permanence de l'être dans le temps et l'anticipation de soi avant d'être là, elle est fondamentale. On n'a pas de représentation autour de cette question sur le plan subjectif. D'ailleurs, je n'ai pas échappé à ça, puisque, pour faire un peu de récit personnel, ma fille Aurélia a eu une petite fille, après un petit garçon, puis la petite fille, un jour, j'étais là, j'ai assisté, j'étais comme la maman genevoise, n'est-ce pas? C'est-à-dire, la petite fille, donc la petite Eva, pose à sa maman, ça c'est purement clinique personnelle, elle dit, quand tu étais petite, où est-ce que j'étais? C'est une autre façon de poser la question. Quand j'étais petite, où est-ce que j'étais? Vous voyez, l'irreprésentable de l'origine touche à l'irreprésentable de la mort. La mort est irreprésentable. On peut se représenter la mort de l'autre, mais soit comme mort, c'est difficile. Et d'ailleurs, un autre enfant que j'ai rencontré, le grand-père était mort, la famille a expliqué, ben, il est mort, son corps est en terre, et puis son âme est au ciel. Et l'enfant, logicien, veut dire, ah ben oui, mais au fond, quand mon corps à moi sera en terre et mon âme sera au ciel, moi, où est-ce que je serai? Et cette question, elle est présente, et c'est toutes ces questions impossibles que même les humoristes savent traiter, n'est-ce pas? Dis maman, toi, quand tu étais petite, tu étais dans mon ventre aussi. Donc chacun peut y aller de son questionnement. Alors, les biotechnologies de la procréation introduisent des disjonctions. Des disjonctions qui nous ont beaucoup retenus dans le débat éthique et clinique aussi sur les questions des procréations médicalement assistées. C'est-à-dire qu'on intervient sur la réalité et on crée des disjonctions qui, en fait, révèlent les disjonctions qui existent sur le plan subjectif. Quelles sont ces disjonctions? C'est la disjonction entre la sexualité et la procréation, qui est évidemment le plus évident de la procréation, de l'assistance médicale à la procréation. La disjonction entre la procréation et la gestation, avec la possibilité de la gestation pour autrui, donc on peut effectivement les séparer. Tout ce processus aboutit à une disjonction entre l'origine et la filiation, avec toutes sortes de combinaisons possibles, et encore ajouter, à travers la cryoconservation, la possibilité d'une disjonction temporelle, c'est-à-dire d'un gel du temps, et de pouvoir féconder à un moment et utiliser a posteriori, ou conserver des gamètes, une sorte de gel du plongeon que les artistes, je trouve que des fois on devrait faire entrer aussi des artistes dans les lieux de réflexion sur les nouvelles technologies, parce que les artistes sont là avec la possibilité de créer
des représentations par rapport à des dimensions irreprésentables, difficiles à se représenter, qui sont voilées. Et cette disjonction temporelle peut toucher soit le spermatozoïde, l'ovule, ou le zygote, ou l'embryon. Et à travers une autoconservation, par exemple une autoconservation des ovocytes, eh bien, une possibilité d'un don temporel. On gèle le temps et on peut se faire un don à soi-même. C'est tout le débat sur l'autoconservation des ovocytes. C'est-à-dire qu'on gèle le temps et qu'à partir de ce temps gelé, on peut s'offrir un cadeau temporel qui est une possibilité de procréer plus tard. Et donc d'enlever, comme dans cette œuvre de Parmigiani, d'enlever les aiguilles d'une horloge. Je ne sais pas si vous connaissez cet artiste Parmigiani qui est très étonnant, qui a fait beaucoup de travaux sur le temps. Par exemple, au MAMCO à Genève, le musée d'art contemporain, il y a des horloges dont les aiguilles tournent à l'envers. Peut-être à un certain moment de la vie, c'est pas mal de s'acheter une horloge qui tourne à l'envers pour modifier un peu son rapport au temps. Il y a aussi des horloges, c'est un autre artiste, n'est-ce pas, où vous voyez le temps moyen qui vous reste à vivre. Donc, quand on a, j'ai visité cette galerie, la jeune femme qui tenait la galerie, elle était face à cette horloge. Bon, il me disait, bon, moi j'ai 25 ans, donc ça me semble par rapport, voilà. Je dis, ça dépend où on se met. Donc il y a ce temps, n'est-ce pas, qui est là exploré. Et puis, il y a une petite horloge qui, chaque seconde, fait un spot de lumière. Et au fond, ça, c'est la seconde, l'instant qui peut être décisif, soit l'instant où on va mourir, soit l'instant qu'on peut saisir pour vivre. Mais enfin bon, là, la perspective de geler le temps, elle fait partie de l'humain. On est dans une idée qu'on va peut-être pouvoir échapper au temps. Et au fond, il y a aujourd'hui des stratégies comme la cryoconservation qui permettent non pas que soi-même on y échappe, même si les gens le pratiquent après la mort, mais qu'on puisse conserver ces gamètes. Et donc, toutes ces disjonctions entre sexualité et procréation, procréation-gestation, origine et filiation temporelle, impliquent globalement une disjonction entre le biologique et le social. Ça, je crois que c'est important de le réaliser, c'est-à-dire que les traitements de la stérilité, de l'infertilité ont abouti à des techniques. Ces techniques existent, elles sont à disposition, et la société des sujets ont des idées pour utiliser différemment ces techniques pour d'autres situations et entraîner une certaine disjonction qui me paraît plus importante et qui est au cœur du débat clinique et éthique, cette disjonction entre le biologique et le social, qui peut aller jusqu'à une disjonction totale, par exemple, don de sperme, don d'ovule, SGPA, gestation pour autrui. Effectivement, les parents d'intention pourront participer à aucune étape de la procréation et de la gestation. C'est-à-dire on peut vraiment fabriquer un enfant du vivant sans du tout garder un quelconque lien direct. Et cette possibilité existe. Comme le titrait Le Monde quand il y avait le débat sur la gestation pour autrui, la filiation, je trouve que Plantu sait saisir l'instance pourtant simple. Deuxième parent souhaite une adoption plénière par un droit légal et la bio de la mère porteuse est inversement par autrui, avec le petit fœtus qui dit j'en ai rien compris. Alors bon, on peut aller effectivement aussi, enfin ça c'est le débat qui existe, en perspective des modes de fabrication du vivant, c'est des fabrications du non-vivant, c'est-à-dire de l'artificiel et toutes les problématiques transhumanistes dans lesquelles je ne vais pas en parler, mais je voulais juste le mentionner, puisqu'en fait, si on met ces disjonctions en série, on peut aussi aller vers une disjonction vers l'artificiel et mettre en jeu des dimensions artificielles ou une disjonction homme-machine avec toutes ces problématiques contemporaines où on ne sait plus si on greffe des réseaux de neurones sur des machines ou si au contraire, on greffe des machines sur des humains avec des exosquelettes et des démarches qui sont très importantes, mais où la frontière de l'humain et du humain est modifiée avec la stratégie
de l'homme augmenté, dont M. le professeur Béni, ici présent, dit homme diminué, que c'est aussi une dimension à laquelle j'étais sensible. Mais enfin bon, c'est le retour à Pygmalion, c'est-à-dire d'aller fabriquer quelque chose d'artificiel, complètement disjoint de soi, et comme Pygmalion, avec sa statue, Galatée. Bon, bien sûr, il y a plusieurs versions des métamorphoses d'Ovide, de la fabrication de quelque chose. Là, c'est quand même une figure de femme qui est créée par le sculpteur, qui finit par lui donner vie par sa passion pour cette figure. Bon, ça me frappe beaucoup dans la mesure où aujourd'hui on a une sorte de fascination pour les robots androïdes, c'est-à-dire de donner une forme humaine aux robots, et que vous avez vu l'extraordinaire déploiement médiatique autour de Sophia, dont il semblerait que l'entreprise qu'il a conçue lui a donné les traits de Audrey Hepburn. Bon, ça se discute, mais enfin, en tout cas, elle est là, elle va donner des conférences à l'ONU, elle a été faite citoyenne de l'Arabie Saoudite, elle est présente dans les médias. Mon frère, qui est prof de physique à l'école polytechnique, me demande souvent, enfin depuis longtemps, pourquoi on a besoin de faire des robots qui ont une forme humaine, enfin, alors qu'on pourrait tout à fait le faire sans qu'il y ait cette nécessité androïde. Alors bon, comme je suis de Genève, je n'ai pas résisté de vous citer le petit texte extraordinaire de Jean-Jacques Rousseau sur Pygmalion, qui était un projet musical de Rousseau, un court texte, et au fond, déjà là, il entre dans le débat, puisque Galatée, c'est lui le premier dans ce que j'ai saisi, qui a appelé la statue Galatée. Et Galatée se touche et dit « moi ». J'ai juste pris quelques petites citations. En écho, Pygmalion s'écrie en touchant Galatée « moi ». Donc cette passion amoureuse entre Pygmalion et la statue est une... Vous savez qu'il y avait un tube des années 70 de Schultes qui s'appelait « Confidence pour confidence », qui est une vision très déprimante de l'amour, puisqu'il disait « confidence pour confidence, c'est moi que j'aime à travers vous ». C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une dimension narcissique de la psychanalyse. Pygmalion dit « toi, c'est moi, tout mon moi est en toi, je ne vis plus désormais qu'en toi ». Donc effectivement, cette création, n'est-ce pas, de quelque chose qui est un prolongement portant, peut-être une figure mélancolique. Ces fabrications, au fond, sont, vous savez, le délire qu'avait décrit Cottard, Jules Cottard, délire de négation d'organes, c'est-à-dire pas d'organes, pas de sexe, pas même de cerveau. C'est les gens qui souffraient de ce délire psychotique, magnifiquement décrit Cottard. Je trouve que le syndrome de Cottard trouve une sorte d'actualité très étonnante par rapport à ces fabrications qui peut-être un jour nous mettront dans une situation de précarité et de servitude dès lors qu'au fond on peut se trouver dans une situation de ce type. Bref, là j'ai fait un petit moment d'échappe dans un monde non concret. Revenons à la fabrication du vivant. Le problème qui se pose quand on débat et quand on est dans la clinique, également des sujets qui utilisent ces techniques, c'est que ça dévoile un réel impossible à penser. Ça dévoile quelque chose d'impossible à penser. C'est pas seulement, là je vais parler des nouveaux usages, des demandes sociétales de procréation médicalement assistée, mais c'est aussi dans toute procréation, comme je l'ai dit, d'où viennent les enfants, c'est pas subjectivable, mais aussi dans les couples qui utilisent des procréations médicalement assistées par rapport à une infertilité. Par exemple, des parents qui ont procréé par ICSI, injection intracytoplasmique des spermatozoïdes,
un père que j'ai rencontré me disait, mais parlait de l'ICSI comme si c'était une insémination artificielle par donneur. C'est-à-dire qu'il n'arrivait pas à se représenter que c'était de lui qu'il s'agissait dans la filiation. Et au fond, il disait, mais ça aurait pu être un autre spermatozoïde. Sa problématique, c'était de savoir qui avait choisi le spermatozoïde. Il imaginait, n'est-ce pas, que le gynécologue était là, mais lui il faisait juste l'implantation, mais qu'en bas il y avait une laborantine. Cette laborantine, alors je dis, mais qu'est-ce qu'elle a cette laborantine? Ah, mais cette laborantine, il l'imagine avec un téléphone sur l'oreille, n'est-ce pas, comme ça, et puis en train de faire les pipettes, elle parle avec son amant, c'est la description, qui dit, mais bon, on se trouve à midi, on va les manger ensemble, etc. Et puis là, pouf, elle prend un spermatozoïde, poum, elle le met, c'est sa construction, chacun a son imaginaire, dans l'ovule, avec un petit coup de laser, referme le truc, et puis hop, voilà, c'est mon enfant. Donc au fond, ça aurait pu être un autre spermatozoïde. Qui a choisi le spermatozoïde? Certains ont aussi des craintes qu'il y ait des erreurs dans les lots, des choses qui se croisent, etc. Et c'est étonnant parce qu'au fond, c'est comme si, même dans une situation de père certain, qui est vraiment le comble de la certitude du père, c'est dans la situation de procréation par ICSI, puisque là, on va vraiment chercher même un bout de tissu testiculaire, par voyage testiculaire, enfin, il y a toutes sortes de possibilités qui sont offertes, et qu'au fond, les gens ont besoin de rétablir le registre de l'incertitude pour construire une filiation paternelle. J'ai trouvé ça très, très, très touchant, en fait, dans la façon de construire les choses. Alors, ça touche à un impossible à penser, difficulté de penser, hein, comme utilisation posthume des zygotes ou des gamètes, toutes ces démarches, enfin, c'est qu'est-ce qu'on est en train de faire, hein, qu'est-ce que c'est ce monde inventé, ce monde différent, et au fond, c'est ce que pourrait désigner comme des points de butée. Alors, les points de butée, c'est pas des points, c'est des achoppements de la pensée. Françoise Héritier, qui vient de disparaître, elle parle des achoppements de la pensée, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très difficile à penser certaines situations, et qu'effectivement, des points de butée, c'est une butée logique face au réel, qui est impossible à penser, à énoncer. Une butée logique. Logique, ça veut dire du logos. Je crois que ça fait partie des débats contemporains majeurs aujourd'hui. C'est cette connexion, je ne sais pas quel mot utiliser, entre l'intime et le collectif, entre l'intime et le politique, entre le plus subjectif et le plus politique. C'est-à-dire qu'au fond, et ce qui explique aussi que, ensuite, ces débats peuvent faire prendre feu à la société. C'est des débats complexes, parce que ça touche justement ces représentations qui sont très voilées chez chaque sujet. Alors, voilà, donc... les points de butée qu'on rencontre et qui nous ont occupés au comité d'éthique, les points de butée, à partir de ces demandes sociétales de procréation, sont le fait d'institutionnaliser une conception sans père, c'est être sans père, naître sans père, l'institutionnalisation d'une conception sans mère, qui est possible aussi. Troisième dimension, qui est une butée importante, c'est le fait que la mère, si le père est connu pour être incertain, la mère peut devenir incertaine. Et dans les procréations, dans les couples de femmes, comme vous le savez, certaines femmes décident, pour s'inscrire dans la parentalité, de croiser les grossesses. Un enfant vient de l'une, l'autre enfant va être porté par l'autre. Et j'ai aussi des situations où il y a une demande que l'une donne l'ovule et l'autre donne le ventre. Et quand, au fond, les gens se séparent, parce que le divorce peut aussi toucher les couples de femmes, ça crée un nouveau type de jugement de Salomon, de savoir, n'est-ce pas, parce que du côté juridique, c'est celle qui a donné naissance, alors que du côté génétique et médical, c'est celle qui a donné la potentialité génétique. Bref, face à tout ça, l'enfance nous regarde, hein, comme ce dessin
que je trouve, voilà, maintenant que tu es grand, tu as le droit de savoir que tu es issu d'une fécondation in vitro sur une mère porteuse et ils m'ont accouché sous X. Car depuis que la femme de papa est partie, quand elle a découvert qu'il était gay et que ton autre papa est venu habiter à la maison, papa a demandé à oncle Maurice de prêter une petite graine à maman biologique inconnue. Voilà, donc c'est un débat familial contemporain qui effectivement, ou bien ça c'est Charlie Hebdo, va vivre chez ta mère porteuse, retourne dans ton utérus de location. Donc c'est une nouvelle forme de débats familiaux, de conflits familiaux. Va habiter chez ton donneur de sperme. Hein. Alors bon, évidemment, ça, c'est pas possible en France, puisqu'il y a un anonymat du donneur de sperme, mais comme vous l'imaginez bien, les procréations des couples de femmes et des femmes seules réouvrent la question d'anonymat du don de sperme. Moi qui viens de Suisse, en Suisse, il y a une levée de l'anonymat depuis 2001, et en France, il y a au contraire l'anonymat. Quand je passe la frontière, je me dis, où est cette frontière? Enfin, pourquoi cette différence? Bon, elle est prise dans plein de dimensions. Ramasse ta fille et tire-toi, hein, ça c'est une autre façon. Prends les clés de ton éprouvette et fous le camp. Va vivre chez le couple de connards d'amis qui, avec leur premier enfant, nous ont donné envie d'avoir un, nous aussi. Dernier vertige, c'est celui de la prédiction. Effectivement, pour moi, l'élément, au fond, l'arbre qui cache la forêt, enfin, des demandes sociétales cachent une question qui est beaucoup plus importante, à mon avis, et qui est le lien procréation-prédiction, hein, qui aujourd'hui est effectivement un lien rendu possible par l'assistance médicale à la procréation. Et que les demandes d'assistance sociétale à la procréation banalisent la médicalisation de la procréation, généralisent la médicalisation de la procréation. Ce qui fait qu'on peut se dire que peut-être les futurs marginaux, c'est les hétérosexuels qui décident de procréer à leur gré, dans une chambre d'hôtel, l'après-midi, sans demander l'analyse du sperme, sans demander l'analyse des ovules, sans consulter une faculté de médecine, et au fond, sans passer par une démarche médicale. Vous voyez ce glissement qui peut s'opérer, hein, c'est-à-dire que tous ceux qui ont une assistance médicale impliquent effectivement un passage, que là, aujourd'hui, il y a la présence des tests préconceptionnels, c'est-à-dire pas du diagnostic génétique quand il y a un facteur de risque, ça c'est autre chose, ni le diagnostic préimplantatoire, ni toutes ces démarches-là. Mais au fond, aujourd'hui, à l'époque du séquençage du génome humain, la généralisation du séquençage du génome humain, on peut avoir des tentations d'aller vers des diagnostics préconceptionnels. Et effectivement, Arnold Munich, qui est venu nous en parler au comité d'éthique, disait que ça se généralisait, en particulier aux États-Unis, où les parents, pour le mariage, offrent un diagnostic préconceptionnel, n'est-ce pas? Avant, traditionnellement, on disait la famille telle et telle, et la famille telle et telle se mettent ensemble pour vous inviter à un repas avec une fête de mariage, parce que nous sommes tellement contents que nos enfants, voilà, à la place, on va avoir un séquençage du génome en disant, écoutez, on va organiser une soirée pour savoir comment on va se débrouiller par rapport à ces possibilités génétiques et les risques qui sont présents. Donc le bilan des facteurs de risque du couple et effectivement chercher un conjoint en fonction des risques prédictibles. Vous pouvez prendre après la petite cuillère avec laquelle l'autre a mangé je ne sais quoi et l'autre la brosse à dents, enfin on peut faire le petit chimiste dans la pièce à côté puis dire je ne vais pas choisir. Enfin en tout cas des nouveaux modes d'alliance pourraient résulter de ces techniques où le patrimoine génétique pourrait venir remplacer des patrimoines classiques d'un autre type qui ont été si présents dans le monde. Avec effectivement que le risque de prédiction et procréation est un risque majeur sociétal, c'est-à-dire peut aboutir une stratification et une ségrégation des populations entre eux et nous, et effectivement, au fond,
la solidarité, la réciprocité des systèmes de santé tient au non-savoir, par le fait qu'on ne le sait pas, et on est solidaire. Et que là, l'introduction d'un savoir peut impliquer des complications. Mais en même temps, le paradoxe de toute prédiction, parce que même si on arrive à réaliser des prédictions génétiques, c'est qu'une prédiction parmi d'autres, et que toute prédiction dévoile du même coup l'infini de ce qui ne peut pas être prédit. C'est-à-dire la place de l'inattendu. Comme dans ce petit dessin humoristique, vous voyez qu'on peut imaginer peu avant Noël toutes sortes de nouveautés. Alors, pour terminer, quel devenir? Quel devenir par rapport à ces situations? Vous voyez, parce que là, j'ai eu un petit accès à potentialité biocatastrophiste. Vertige d'origine, vertige de la différence, vertige de la prédiction. J'aimerais terminer sur une note plus ouverte sur la question du devenir et d'un devenir au-delà de la prédiction. Parce qu'effectivement, on ne peut pas ramener l'enfant à ses conditions de procréation. On ne peut pas le voir seulement faire de la procréation un destin. Faire de l'origine un destin. Au fond, le devenir d'un sujet est toujours ouvert. Tout dépend de ce que l'enfant fera et pas de comment il a été fait. C'est ça l'enjeu. C'est-à-dire que, au fond, bien sûr, il y a des déterminations sociales, politiques, génétiques, biologiques, mais chacun peut jouer de ces déterminants comme d'un instrument de musique, puisqu'après on aura la question peut-être de l'improvisation dans un contexte particulier, et qu'au fond, tout dépend de ce que le sujet fera de ses potentialités. Donc, le risque des procréations médicalement assistées, c'est le risque aussi qu'on en fasse un piège de causalité, qu'on en fasse une causalité à tout faire, avec une perspective de continuité, une vision de continuité, comme si, au fond, les choses étaient inscrites dès le départ. Donc, il s'agit de penser, face à ces nouvelles technologies, sur le plan psychique, une discontinuité possible du devenir. Avoir un enfant, comme me disait une patiente qui avait des facteurs de risque génétiques, et je trouvais que cette question était très poignante, est-ce que c'est quelque chose qui continue ou est-ce que c'est quelque chose de nouveau qui commence? Et au fond, elle avait ce dilemme que je trouvais important, parce qu'effectivement, on peut avoir une logique déterministe en termes de continuité, avec l'idée, effectivement, là j'ai mis DNA analysis comme psychanalyste, on va remplacer par le décodage du génome, et dans une vision continuiste déterministe, avec le risque de tout ramener au passé, et que finalement on devienne, les cliniciens vont devenir des spécialistes de la prédiction du passé. C'est le risque du psychanalyste aussi, du psychiatre aussi bien. C'est-à-dire de trouver toutes sortes de raisons dans le passé qui déterminent la situation présente, plutôt que de s'ouvrir à une discontinuité dans le devenir, c'est-à-dire une logique de la réponse, une logique de la discontinuité, une logique de la surprise, une logique du sujet, de l'acte du sujet, de la réponse du sujet, de l'invention du sujet. Alors, comme on est à l'ICM, je fais une petite note finale en parlant de la plasticité. Parce qu'au fond, on peut se dire qu'il y a une plasticité du devenir. C'est une plasticité neuronale qui fait partie qui était une hypothèse chez Freud, qui était une hypothèse chez Ramón y Cajal, qui était une hypothèse chez Hebb, et qui, depuis toute une série de chercheurs, avec le couronnement par un prix Nobel en 2000 à Kandel, aboutit au fait que cette hypothèse se révèle un fait, c'est-à-dire l'expérience laisse une trace dans le réseau neuronal et introduit une modification. Donc là, j'ai mis cette image énigmatique de Yann Fabre, où on ne sait pas si c'est un cerveau avec une moelle ou si il a joué un peu sur une ambiguïté de se demander quel type de représentation c'est, enfin, pour passer à la fin de cet exposé à la question de la plasticité neuronale, c'est-à-dire le fait que l'expérience laisse une trace structurelle et fonctionnelle dans le réseau neuronal, variation du nombre et de l'architecture des synapses, variation de l'efficacité synaptique, réarrangement structurel. On a beaucoup travaillé
avec un ami commun, avec Yves Agile, Pierre Magistretti, ensemble sur le lien neurosciences-psychanalyse autour de la plasticité neuronale, d'ailleurs qui était annoncé dans les livres que vous avez eu la gentillesse de mettre sur l'affiche, hein, c'est-à-dire plasticité neuronale, à chacun son cerveau. Alors la plasticité est une question sur le devenir. Parce que la plasticité, ça veut dire tout se conserve, continuité, l'expérience est une trace, déjà dans le prénatal avec des systèmes de mémoire, comme le système amygdalien qui est déjà actif, contrairement à d'autres structures comme l'hippocampe, et donc ça veut dire que ça laisse des traces, ça laisse des traces, ça laisse des traces. Mais plasticité, ça veut dire aussi tout se modifie. Donc on a à la fois une dimension de continuité et à la fois une dimension de discontinuité dans la plasticité. C'est pour ça que la plasticité, c'est aussi un paradigme déterministe, mais c'est aussi un paradigme qui ouvre au devenir toujours singulier de chaque individu, qui fait que chaque individu est unique, différent et irremplaçable. Et cette unicité, elle est importante à introduire dans le débat contemporain. C'est comme s'il y avait une contradiction, où d'un côté on verrait un déterministe continuiste, et puis de l'autre il faut voir une possibilité de changement, et que ce sont les paradoxes de la plasticité, dont ce qu'on a appelé avec Pierre Magistretti le paradoxe de la discontinuité. C'est-à-dire le fait qu'un phénomène de continuité, le fait que l'expérience est une trace, peut introduire une discontinuité. Pourquoi? À travers de la réassociation des traces entre elles. C'est-à-dire les traces peuvent, par exemple, une expérience 1 peut amener, je ne sais pas, 4 carrés, l'expérience 2, une assemblée de neurones, 3 triangles, et qu'ensuite les traces, dans la réévocation, par exemple, mnésique, deviennent en elles-mêmes des stimuli et peuvent se réassocier de façon infinie pour former des nouveaux ensembles neuronaux. Alors le fait que de la réassociation des traces, effectivement, introduit à une discontinuité. C'est-à-dire qu'il y a au fond une discontinuité du devenir, mais il y a aussi des mécanismes biologiques de la discontinuité. Je regarde Yves Agile parce que je me dis, mais qu'est-ce que je me lance dans cette partie face à l'ICM? Parler de traces, c'est comme un suicide, quoi. C'est l'équivalent. Mais enfin, donc, comme on a travaillé ces questions, c'est un paradoxe qui est important et à rappeler dans le débat, en particulier ce mécanisme dit de la reconsolidation. On a beaucoup travaillé avec une chercheuse à New York, italienne d'origine, qui avait fait son post-doctorat avec Campbell, qui s'appelle Cristina Berini, sur la reconsolidation, c'est-à-dire ce processus par lequel une trace est momentanément modifiable juste après sa réactivation. C'est-à-dire si on évoque un souvenir, les traces deviennent labiles, et susceptibles de nouvelles associations. C'est-à-dire en introduisant une nouveauté, une altérité. Et au fond, c'est de là que vient ce paradoxe de la discontinuité. C'est important de le rappeler parce que, en fait, comme psychanalyste, comme psychiatre, psychothérapeute, on a des pratiques de la parole, on associe librement, et au fond, peut-être qu'effectivement, on utilise cette possibilité de réassociation des traces. Deuxième paradoxe de la plasticité, c'est le changement permanent. Effectivement, si on dit que l'expérience est une trace, on a le réseau neuronal, on n'utilise jamais 2 fois le même cerveau, comme dit Alain Prochian, grand spécialiste de l'instabilité génétique et de la plasticité. Il dit on se plonge chaque fois dans un sapiens différent. C'est-à-dire que c'est très intéressant la confrontation entre les neuroscientifiques et les psychanalystes. Comme psychanalyste, vous avez comme question comment est-ce que ça se fait que malgré tout le travail excellent que je réalise depuis si longtemps, ce patient répète les mêmes impasses et ne change pas. La question du neurobiologiste que, par exemple, me posait Pierre Magistretti, c'est comment ça se fait qu'avec des mécanismes aussi importants de plasticité, il y a une identité diachronique, il y a une identité dans le temps. Et là, je trouve que la relation ensemble entre les neuroscientifiques et des psychiatres ou des psychanalystes est absolument passionnante, parce qu'on a 2 questions à l'inverse. Donc effectivement, le stimulus S trouve un cerveau dans l'état E, il donne une action A qui peut être perçue, que du coup le réseau neuronal par ce stimulus est modifié. Si S2, deuxième stimulus,
était, lui, mettons, si pour autant que ça soit possible, était le même que SA, il trouve un réseau neuronal dans un état différent, pouvant aussi entraîner une action différente. Bref, on n'utilise jamais deux fois le même cerveau, comme on ne se plonge jamais deux fois dans le même fleuve, disait le philosophe, ce qui laisse l'ouverture aussi au fait, qu'on est aussi déterminé pour ne pas l'être. C'est-à-dire qu'il y a une détermination d'un défaut de détermination. On serait biologiquement déterminé pour ne pas être complètement biologiquement déterminé. Ce qui est aussi un facteur de développement et un facteur d'évolution qui est au cœur même du débat autour du déterminisme neuronal et au fond d'avoir un devenir imprédictible au-delà de la transmission, un avenir possible. Donc, pour terminer, l'enjeu de notre clinique, c'est de tenir compte de cette dialectique entre ce qui est déterminé et ce qui n'est pas déterminé. Et ça, il faut aussi l'intégrer au débat clinique et au débat éthique autour de toute intervention sur le vivant. Et qu'au fond, l'enjeu de notre clinique, c'est d'ouvrir l'avenir. D'ouvrir l'avenir et de permettre à ce que l'enfant qui est issu de ces technologies puisse avoir l'espace pour être l'auteur et l'acteur de son propre devenir, qu'il puisse réaliser ce que James Joyce, dans son portrait de l'artiste en jeune homme, appelait post-création. J'aime beaucoup ce terme de post-création. Effectivement, il y a une création, fabrication du vivant, une procréation, mais il y a aussi une post-création qui est le fait du sujet et le fait de ce qu'il peut inventer. À chacun sa solution, à chacun son bricolage, à chacun son invention. Et ça doit rester au centre des débats autour de toute intervention médicale sur la procréation et sur la prédiction aussi bien que repérée là. Je terminerai avec cette citation fétiche de Valérie, parce que c'est pas toujours si simple, mais enfin, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Et réponse, je m'invente. C'est la caractéristique aussi du vivant humain que d'avoir cette possibilité d'invention qui laisse l'avenir ouvert au-delà de l'intervention dans la réalité, de la procréation, de la prédiction. Voilà, je vous remercie.